il fait chaud, mais d'une chaleur de ouf. Et dans ce stade-là, ça va être encore pire. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. TPF before de cet Atalanta Bergame PSG avec l'accent anglais formidable, composition d'équipe probable à la fin de la vidéo, les armes fatales de formation, comment joue Gasperini. J'ai mis des photos à l'appui pour savoir comment Tourelle doit jouer. Appelle-moi Thomas, appelle-moi, mon téléphone est là si tu veux. Carrément, je suis sur vibreur. Et on verra aussi les blessures, on verra les statistiques détaillées pour savoir quelle équipe est le plus en forme avec le restart en Italie et aussi les matchs amicaux quand même parisiens les amis. Donc on a plein de queutrues à voir. Mais d'abord, bombardez la barre des likes, on a atteint 1200 likes. La dernière fois pour le Real Madrid City, le TPF Before, faites autant si vous avez envie, le petit bouton rouge abonné avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Bientôt 35 000 abonnés. Vous êtes des génies les amis. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale gratuite et téléchargeable toujours pareil sur iOS Android. Le lien en description. Et justement on va commencer par un petit papier très sympathique de OneFoot avec les Italiens surcotés ou sous-estimés. Alors on se place sur évidemment ceux qui sont pas forcément pour Paris, beaucoup en France c'est comme ça, ou les suiveurs du football qui disent qu'il faut faire attention à cette équipe de l'Atalanta Bergame. En l'occurrence Zapata, où il y a du Heitbauer, voilà, il y a plein de joueurs, le Papou Gomez, on verra ça ensemble, mais article bien foutu, donc allez le retrouver sur OneFoot les amis. Atalanta Bergame, Paris Saint-Germain. Le trio ici avec Icardi, Neymar, donc Mbappé on verra s'il est titulaire ou du moins sur le banc pour entrer si Paris a besoin de lui ou même pour le mettre en forme pour la demi-finale, s'il y a demi-finale. Et cette équipe de l'Atalanta Bergame qui quand même fait sa première participation en Champions League et qui est déjà en quart de finale, c'est juste historique les amis. Le classement justement de Atalanta Bergame, alors c'est une équipe qui avait jamais perdu avant l'arrêt du championnat avec le Covid-19 et le restart, une seule défaite, on verra ça ensemble, mais 78 points quand même à 5 points de la Juve, et la Juve qui a fait une saison certes avec le championnat, mais quand même pas ouf, non, Sarri s'est fait virer, heureusement, mais à 5 points, mine de rien, de la Juve, 5 points, ils auraient peut-être pu, ils jouaient peut-être le titre à la fin, les amis d'Atalanta Bergame, c'est quand même ouf de dire ça. Le calendrier, avant... Comme je vous disais, le restart, il y avait 5 victoires d'affilée. Et là, ils ont perdu rien du tout. Que des victoires. Bon, des matchs nuls contre la Juve. Et Milan AC aussi, on s'en souvient. Ils ont fait des remontadas de ouf en plus. Et l'Inter Milan, ils ont perdu pour la dernière journée. Mais ce n'était pas préjudiciable pour cette qualification, encore une fois. Deuxième fois consécutive en Champions League. C'est une équipe qui marque beaucoup. Et on verra par la suite qui marque le pas sur la défense. Ils en prennent aussi énormément. Donc cette défaite, je vous disais, contre l'Inter, 28 buts marqués, les amis, depuis le 21 juin. Ça enchaîne, 6 buts, voilà, contre Brescia. Quand c'est en feu, comme contre Valence en Champions League, c'est compliqué, les amis, compliqué. Stats en Europe maintenant, alors... Évidemment, ils n'ont pas non plus un palmarès de ouf, comme je vous disais, c'est la première participation de leur histoire. Ils ont scoré à 16 reprises en 8 matchs, donc 2 buts par match, c'est quand même assez énorme, mais il faut minimiser. Lors de la confrontation aller-retour face à Valence, en demi-finale, 8-4. Donc, voilà, il y a eu un carton, ils ont quand même pris des cartons aussi. On va analyser ça ensemble. Dans le groupe, ils sont passés, mais alors, ric-rac de ouf, avec 7 points. Un petit point du Shakhtar. D'ailleurs, le Shakhtar, ils ont perdu. Après, ils ont gagné 3-0. City, ils ont perdu 5-1. Ils ont pris une tôle. Contre Zagreb aussi, ils ont pris une tôle. Heureusement qu'il y avait les matchs à domicile où ils s'en sortaient pas trop mal à 2-0. Donc, vous avez vu quand même, ils ont pris des tôles contre Zagreb, contre City. Ils ont perdu contre Donetsk. Donc, ils peuvent perdre aussi. Et contre Valence, là, ils ont mis un carton, même si au retour, on aurait pu croire à quelque chose quand même, comme une remontada de Valence qui sait faire ça aussi. Donc, il faut minimiser avec 2 buts par match, certes, mais avec une tôle, surtout contre Valence, ils prennent énormément de buts. Vous avez vu, hein, ils prennent 16 buts. Hein, 18 buts marqués, 7 buts encaissés. C'est quand même pas terrible. Donc, pour le Paris Saint-Germain, je pense que ça peut correspondre parfaitement au plan de jeu de Tourelle. Le classement de Paris, bon, il y a eu l'arrêt définitif de la saison, donc ils étaient champions, 68 points. Je pense pas que si ça avait recommencé, Marseille ou Rennes ou même Lyon aurait dérangé le Paris Saint-Germain. Ça va passer vite fait évidemment. Les stats de Paris avec les matchs amicaux. Alors là aussi on peut faire parler quand même pas mal de choses. Il y a eu les cartons contre Vassland, contre Le Havre, contre le Celtic. Et là contre des équipes de Ligue 1. 1-0 contre Saint-Etienne. 0-0 contre Lyon avec les pénaltys. Donc aucun but. Et 1-0 contre une Ligue 2. Sochaux, mais là il a fait tourner de ouf, il y a eu aucune star, beaucoup de jeunes et Choupo-Moting en pointe. Donc vous avez vu quand même contre les 3 dernières équipes dites donc Ligue 1, Ligue 2 on va dire, il n'y a que 2 buts marqués. Hein. C'est pas ouf. Ça c'est clair. Donc 22 buts
certes dans la besace de Paris, mais avec les cartons contre Le Havre et Waasland. Donc voilà, il faut être aussi, mine de rien, mesurer là-dessus que Paris n'a pas scoré beaucoup. Donc ça peut être pas mal. Le bilan pour Paris en Europe. Alors, il s'agit de la 6e participation de Paris en quart de finale de Champions League, où il a été éliminé 4 fois pour une seule qualification, avec l'ancienne version de l'AC1. Paris a trébuché à ce stade contre Barcelone 2013-2015, Chelsea 2014 et plus récemment Manu en 2016. Man Kipembe. Hein. Son seul succès est une victoire contre Barcelone, donc comme je vous disais, en 95, avant une humiliation en demi-finale contre Milan. Voilà, donc c'est un petit peu maudit pour le PSG. Hein. Classement FIFA 7ème, cette saison 8 matchs, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite, c'est quand même très bien. Hein. 20 buts marqués, 4 encaissés, c'est une des équipes qui encaisse le moins de buts, sachant qu'il joue contre une équipe justement qui en met beaucoup, ça aussi c'est parlant. Demi finale 3-2 contre Dortmund, meilleur buteur Icardi, Mbappé, donc qui ne joue pas titulaire. Saison dernière, le 8ème de finale, et le meilleur résultat en C1, donc demi-finale, ça je viens de le dire, contre Milan en 94-95. Donc là, c'est un palier, c'est le palier en fait, que Paris doit passer ou pas, ce fameux quart de finale avec 2 fois, et Laurent Blanc. Stat aussi intéressante contre les équipes italiennes, Paris a fait match nul sur ses 6 derniers matchs contre des clubs italiens. Donc a fait match nul, donc ils n'ont pas gagné une seule fois. Le plus récemment à domicile 2-2, l'extérieur 1-1 contre Naples en phase de groupe de Champions League 2018-2019. Les Parisiens n'ont battu aucune équipe de Serie A depuis la défaite 3-1 de Parme en quart de finale. Retour de la campagne parisienne victorieuse en Coupe des vainqueurs de Coupe, on s'en souvient 95-96. Ils ne gagnent jamais dans l'histoire européenne de Champions League. Il s'agit de son seul succès donc contre Parme lors de ses 15 derniers matchs face à des clubs italiens. 7 nuls et 7 défaites. Et seulement sa deuxième au total, 9 nuls, 9 défaites. Donc ça c'est une stat évidemment, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même inquiétant. Sans cette victoire contre Parme, pas de victoire contre le club italien. Je vous laisse dire en commentaire ce que vous en pensez, les petits amis. Alors, la tactique maintenant d'Atalanta Bergame, le 3-4-3 ou 3-4-1-2, avec les latéraux Gossens et Adbauer, on va voir ça ensemble, qui sont plus hauts que Freuler et De Roon, parce que c'est une formation qui demande beaucoup d'énergie, c'est très énergivore, avec justement les deux latéraux pistons droite et gauche qui montent énormément pour créer du surnombre devant et énormément centré. Et on demande à Gomez en l'occurrence, parce que Lisic n'est pas là, à faire vraiment le tampon et venir chercher les ballons assez bas pour alimenter les deux attaquants. Les trois de derrière, restent fixes, eux ils ne bougent pas, c'est solide. Mais par contre, tout le monde doit participer au jeu offensif, c'est ça qui est important. C'est une équipe qui a, on va voir ça ensemble justement par rapport aux statistiques, 48% de possession de balle. Donc mine de rien, pour une équipe qui joue à la fois en contre et en pressing, c'est équilibré. Et là on va voir justement la façon de Gasperini de faire bouger son bloc. Là, le bloc s'est déplacé sur le côté, là où l'adversaire a la balle, mais tous ensemble. Et l'adversaire est bloqué pour organiser son offensive. Donc c'est ça. En fait, c'est pas un joueur qui va aller chercher un autre joueur au marquage individuel strict façon basket, c'est carrément le bloc qui va pousser l'équipe à faire une connerie, dégager en touche ou perdre le ballon. Ça, c'est important, parce que Paris va avoir droit à du pressing de ouf de tous les instants. Mais on va voir pourquoi aussi c'est une qualité ou un avantage pour Paname. Donc ça, attention à Paris, de ne pas se retrouver bloqué et d'avoir les solutions en jouant en 1-2 et assez rapidement pour pouvoir justement contrer cette façon de jouer. Et ce qui est intéressant, comme je vous disais avec les deux latéraux, c'est qu'il y a énormément de centres et les milieux de terrain, au milieu de terrain, ils vont aller dans la surface de réparation pour créer le surnombre. En contre, il restera plus que de latéraux et pratiquement toute l'équipe, sauf les joueurs de derrière évidemment, vont rester à la surface de réparation. Donc ça va être un petit peu le bordel. Il y a deux phases en même temps, deux phases en une. Hop, ça repique dans l'axe et ça écarte. C'est assez compliqué, donc pareil, il faudra que les latéraux arrive à boucher les couloirs, parce que ça va être, mine de rien, assez complicado, bomberito, les amis. Par rapport à l'attaque, ça c'est important, donc il manque le meilleur joueur, 15 buts en Serie A, 20 buts, tout complète confondu, passeur hors pair, voilà, une petite dépression par rapport au Covid, par rapport à ses antécédents familiaux, donc il ne jouera pas. Il y a quand même Zapata, attaquant ultra puissant, un des plus puissants de la Serie A, pisté par la Juventus de Turin. Muriel aussi, qui est assez énorme quand même, 18 buts. Vous avez vu, quand même, c'est rare d'avoir 3 joueurs de la même équipe dans le classement des buteurs. Ça, c'est juste ouf. On va voir les compos probables qui vont arriver dans pas longtemps, les amis. Donc, Gasperini est un philosophe, un gourou, comme
il peut y avoir des gens qui ont une patte, quoi. Pas de Bielsa, pas de Guardiola. Gasperini, il a vraiment une patte à lui. Et ça, c'est important parce que Tourelle a du boulot. On regrette toujours de voir la patte Tourelle. D'ailleurs, on se demande toujours ce que c'est. Là, les deux grosses absences récentes, sans compter la suspension de Di Maria, qui est pour moi vraiment préjudiciable, c'est Verratti, qui revenait bien au milieu de terrain, et Mbappé, qui s'est fait péter par Perrin, on s'en souvient, mais qui normalement devrait être là pour la demi-finale, s'il y a demi-finale. Le 4-3-3 de Tourelle ne bougera pas, la possession de balle évidemment, c'est comme ça. Les grands absents, donc Ilicic, je viens de le dire, et le gardien de but, donc, qui a eu une grave blessure au genou, et ça devrait être Sportiello. Ça, c'est quand même... C'est une absence préjudiciable. Tu dis, voilà, tu as un gardien de but, tu en as un numéro 2 qui est normalement au niveau du numéro 1, mais quand ce gardien de but est assez énorme, c'est quand même préjudiciable pour lui, mais on sait à Sportiello de faire le taf. Là, il y avait un doute sur les latéraux, avec Bernat et Kerrer, blessure quand même à l'oreille pour Thilo Kerrer, qui est pas mal, mine de rien, à droite. Et Bernat qui a eu du temps à se mettre dans la partie. On demandait s'il était blessé, qu'il y avait un problème. Il devrait être titulaire, les deux normalement, sinon il y a Baker qui pourra faire l'intérim. Il a été intéressant, mine de rien. Et Di Maria, pour moi, c'est vraiment une absence très très embêtante parce que c'est ton meilleur passeur, c'est quasiment ton meilleur joueur. Sur coup franc, il peut faire tourner un match. Voilà, c'est dommage quand même qu'il soit suspendu, l'ami Di Maria. Et l'ami Taylor, quand même, l'arbitre, enfin l'ami, pas du tout, évidemment, il a arbitré Paris 3 fois, dont Dortmund et Madrid cette saison, et 2 victoires. Pour des superstitieux, ça peut être intéressant, je pense. La compo parisienne, donc probable les amis, avec Keylor Navas, Bernat, Kipembe, Thiago Silva, Thilo Kerrer. Milieu de terrain, là il y a un petit doute, donc Idrissa Gueye, Marquinhos en numéro 6. Bon, ça on aime ou on n'aime pas. On parle d'Herrera, voilà. Ou Paredes qui était en forme. Donc moi je milite pour Paredes, que dans le jeu long c'est intéressant, dans la grinta et dans cette forme de caractère, je pense qu'il est indispensable pour moi. Et devant, Sarabia, Icardi et Neymar évidemment. Une des armes fatales, l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc cette composition d'équipe, les amis, est cohérente pour Paris. Sportiello donc, évidemment, qui est gardien de but. Jim City, Caldara, parce qu'il y a Palomino aussi qui est incertain, ça c'est une info quand même assez énorme. Toloi, Gossens, Eidbauer, Froller, De Roon. Donc Gomez qui remplace Ilicic, c'est lui qui va faire le jeu et il peut le faire. C'est un petit gabarit. Zapata. Et là, il y a soit Moriel, mais ça devrait se tendre pour Malinovski. Donc, c'est un attaquant qui a été pris à Genk, qui est assez cohérent, prolifique. Et ça ira mieux avec le profil de Zapata qui, lui, en gros, reste fixe, qui n'est pas non plus ouf techniquement. Donc, il faut quand même des profils, un qui prend la profondeur et un qui défend en pivot quand ça peut foncer en contre, les amis. L'arme fatale, on y va pour... Les amis d'Atalanta Bergame, donc c'est Zapata, comme je vous disais, c'est puissant, c'est vraiment dur sur l'homme. Donc avec Marquinhos en numéro 6, Kipembe, Thiago Silva, va avoir du boulot de ouf. Et Gomez, Papou Gomez, voilà, le fer de lance un petit peu, le capitaine emblématique de cette équipe. Il va falloir faire attention à lui parce qu'il a une grosse frappe aussi. Techniquement, c'est assez compliqué de le défendre sur lui. Et j'ai mis Neymar, j'ai vachement hésité quand même. J'ai mis Neymar, enfin pour Neymar, mais pour... Navas. Je voulais mettre Icardi, qui est quand même le sniper de ouf, même s'il marque pas beaucoup en ce moment, c'est clair. Et j'ai mis Navas parce que, vu l'attaque de dingue de Atalanta Bergame, je pense que Navas sera beaucoup sollicité. Ouais. Parce que ça va vite quand même, mine de rien, cette équipe. Donc voilà, j'ai mis Navas et Neymar pour les armes fatales. Demain, on se retrouve. Pas demain, mais mercredi, les amis. En description, le lien sur ce live fantastique d'Atalanta Bergame PSG. Ça va être le feu, début du Final 8. Partagez vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. Et mettez-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à la compo, par rapport statistiques, par rapport à cette analyse tactique. Voilà. Salut, salut, salut. Et salut. Hydratez-vous aussi, ce qui fait très chaud. Ah ouais, il fait super chaud.